Euh, ouais, c'est bon ça. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Je voudrais commencer par remercier la Fondation Michalski pour m'avoir offert cette carte blanche qui me donne l'occasion de revenir à la fois sur mon travail d'écrivain, mais aussi sur disons, les soubassements théoriques, politiques et esthétiques qui le traversent. Voilà. Alors, c'est particulier pour moi parce qu'à la fois, j'arrive pas tout à fait à identifier si vous connaissez ou pas mon travail. Donc, je me suis permise de faire une intervention en 2 temps, disons. Dans un premier temps, j'avais à cœur quand même de donner à voir une réflexion sur ce qu'est à la fois une pensée qui articule l'engagement politique et la littérature, pour ceux qui me connaissent déjà, en fait. Et puis, dans un second temps, pour ceux qui ne m'ont pas encore lu et qui ne savent pas du tout voilà, ce qui charrie mon travail, vous inquiétez pas, je vais essayer de résumer un peu, de faire une présentation non exhaustive, évidemment, mais bon, qui essaie d'être la plus claire possible sur ce qui m'a amené jusqu'à ici, jusqu'à présent, ce qui m'a porté jusqu'à présent. Donc merci beaucoup d'être là. Donc je le disais tout à l'heure, c'est que mon écriture a quelque chose de particulier, enfin ceci de particulier qu'il s'inscrit de manière très explicite dans un territoire politique en lutte, qui est celui en fait du mouvement décolonial en France. C'est depuis ce lieu-là que j'écris et c'est depuis lui que je souhaite en fait continuer à écrire, puisque c'est l'horizon qu'il ouvre, donc celui à la fois de l'autonomie politique des post-colonisés, mais on aura l'occasion d'en reparler de ce que ça signifie, et de la défense de leur dignité, qui en fait qui oriente jusqu'à présent mon travail et qui me permet d'interroger donc ce que j'appelle la condition barbare, c'est-à-dire en fait, pour le dire plus simplement, la condition des Noirs et des Arabes en France. Voilà. Les Noirs et les Arabes, on a une autre façon de les appeler, qui est une espèce de périphrase un peu euphémisante, qui est donc les descendants de l'immigration post-coloniale. Mais en vérité, on parle des Noirs et des Arabes en France, tout simplement. Alors, avant d'en venir au contenu politique de mes livres, et puis thématique, etc., j'aimerais m'arrêter sur une question qui me semble fondamentale. C'est celle que j'ai plus ou moins que j'ai introduit comme étant le thème de cette soirée, qui est celle en fait du rapport qu'entretient la littérature avec la politique, puisque cette articulation donc n'a rien d'évident, bien qu'elle constitue, à mes yeux, l'un des défis majeurs de l'écriture aujourd'hui. Les questions qu'elle pose, c'est donc comment faire œuvre sans renoncer à la conflictualité du monde, comment écrire depuis une lutte sans réduire la littérature à un simple véhicule d'idées. Ces questions me semblent d'autant plus urgentes que nous vivons un moment de raidissement généralisé du politique, où les forces réactionnaires gagnent partout du terrain, en Europe, en France évidemment, mais en Europe aussi, et où le retour du fascisme n'apparaît plus comme une hypothèse lointaine, mais comme une possibilité historique absolument réelle, imminente pour nous. Donc c'est une question qui est absolument brûlante pour les artistes que nous sommes. Sur cette question, jusqu'à présent, le schéma qui domine est souvent celui qui consiste à séparer absolument la littérature et la politique. Cette séparation, elle est généralement pensée comme une condition nécessaire à la préservation de la liberté de l'écrivain. Il faudrait donc protéger la première de l'emprise de la seconde. Donc il faut protéger la littérature de l'emprise de la politique, afin que l'œuvre demeure soustraite aux injonctions idéologiques, aux dogmes et aux impératifs militants. Cette exigence d'autonomie, elle n'est évidemment pas sans fondement. Moi, je la comprends
tout à fait. Je veux dire, j'y souscris également. Je veux dire, je parle aussi en tant qu'écrivain. Je suis à la fois une militante, mais à la fois une écrivaine. Donc j'entends très bien la préoccupation que cela pose et les problèmes que ça pose. L'histoire, effectivement, montre à quel point les pouvoirs politiques et plus encore les forces réactionnaires cherchent régulièrement à mettre au pas, à censurer les artistes et à les enrôler au service d'un ordre établi. Dans cette perspective, donc, défendre l'autonomie de la littérature vis-à-vis du politique est une manière de défendre sa liberté. Mais les choses se compliquent dès lors qu'on ne parle plus de l'influence politique du pouvoir, mais des forces qui lui résistent. La question ne se pose donc plus dans les mêmes termes lorsque l'écrivain n'est pas sommé de servir un État ou une idéologie dominante, mais lorsqu'il participe lui-même, depuis le lieu singulier qui est le sien, aux luttes de son temps. Car un écrivain peut aussi être un militant, non pas malgré son œuvre, mais à travers elle, avec les moyens propres de la littérature. Je rappelle à la bibliothèque je veux dire une bibliothèque prestigieuse de la Fondation Michalski, regorge en vérité d'écrivains dont on oublie en vérité qu'ils ont été des personnes extrêmement engagées dans les luttes de leur temps. Il suffit vraiment de faire un petit parcours dans cette bibliothèque pour s'en rendre compte, pour se rendre compte de l'inscription concrète des gens qui ont créé, qui ont participé à l'évolution des formes littéraires, tout en étant en même temps extrêmement empêtrés, je dirais, dans les problématiques politiques qui ont fondé leur époque. Donc il s'agit pour cet écrivain, pour l'écrivain, de faire avancer les affaires du monde de cette manière-là aussi. Mais alors comment exactement ? Il faut d'abord entériner un fait. Qui est qu'entre l'art et la politique, il existe bel et bien un problème immense, je dirais même un problème insoluble. Car ces deux activités, littérature, politique, on pourrait dire art, politique, n'ont au fond effectivement rien à voir. C'est-à-dire que l'art ne peut pas accomplir ce que la politique accomplit, et la politique est impuissante à produire ce que seule l'expérience esthétique rend possible. Chacun, donc, possède son régime propre, sa temporalité, ses affects et ses exigences. C'est précisément pour cette raison qu'elles doivent être maintenues aux deux extrémités de la table de travail. Aux deux extrémités, donc, tout en demeurant liées par un fil qui est rudement tendu, c'est-à-dire extrêmement tendu. Un fil qui est vraiment à deux doigts de se briser, en fait. Donc refuser de les confondre doit se comprendre, non pas pour les évacuer l'une de l'autre, mais au contraire pour qu'une véritable rencontre puisse avoir lieu entre elles. Ce qui se joue au milieu, donc j'essaye de vous créer une espèce d'image comme ça, où on a la table de travail, on a la politique, la littérature. Et ce qui se passe au milieu, là, comme ça, c'est une espèce de tension, une tension qui est inconfortable, qui est même parfois insupportable, et je dirais même qui est toujours menacée d'échec, et je dis menacée d'échec, mais même quasiment toujours vouée à l'échec. Et bien ça, c'est le travail de l'écrivain. Ce truc-là qu'il y a au milieu, c'est le travail de l'écrivain, c'est le lieu du travail de l'écrivain, c'est là où nous c'est là où on existe, c'est là où on va fabriquer quelque chose, fabriquer un livre, un texte. Donc autrement dit, ce que ça signifie là, c'est que la contradiction fondamentale entre l'art et la politique, elle n'est pas un obstacle qu'il faudrait enfin pouvoir surmonter, elle est la matière même de l'écriture, c'est la matière de l'écriture. C'est sa condition, c'est son moteur, on pourrait même dire qu'elle est son mythe de Sisyphe. L'écrivain, donc, pour reprendre cette analogie avec le mythe de Sisyphe, pousse inlassablement son œuvre vers le sommet de la montagne, disons le sommet de la montagne politique, espérant donc qu'elle puisse rencontrer son époque
agir sur elle, transformer quelque chose. Et chaque fois, évidemment, la pierre retombe. Chaque fois, la littérature échappe à la maîtrise de son auteur. Elle résiste à ses intentions. Elle refuse de coïncider parfaitement avec les nécessités de la lutte. Il faut alors recommencer, écrire à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. Donc l'écriture politique, ce que ça signifie, c'est que est une pratique fondamentalement inquiète, embarrassée, traversée par une rivalité féconde entre deux exigences qui sont absolument irréductibles. Il ne s'agit donc ni de fusionner l'art et la politique, ni de leur distribuer paisiblement des rôles complémentaires. Le rapport est celui d'une friction permanente. Cet inconfort, donc, ce doute, cette inquiétude sont le lieu même de leur travail. Et donc, il n'existe aucune position stable depuis laquelle un artiste pourrait déclarer son œuvre politiquement accomplie. Aucun point d'équilibre où il pourrait considérer que le rapport entre son écriture et les luttes de son temps est définitivement réglé. Et si, en vérité, une telle attitude venait malgré tout à s'installer, si l'artiste, par exemple, se découvrait parfaitement assuré de la justesse politique de ce qu'il produit, alors je pense qu'il devrait s'en méfier. C'est là qu'il devrait commencer à s'inquiéter. Artistiquement, d'abord, parce qu'une œuvre qui ne résiste plus à son auteur perd de sa puissance esthétique. Et politiquement, ensuite, parce qu'il est possible que ce sentiment d'évidence ne soit pas le signe d'une contradiction enfin résolue, mais d'une contradiction neutralisée, ce qui est quand même très différent. Or, une littérature vivante, donc, ne cherche pas à effacer cette tension, elle choisit d'y demeurer. Alors, pourquoi je crois important d'insister sur ce point ? Parce qu'il y a aujourd'hui une forme de... Alors, je dis le mot perversité, c'est peut-être un peu fort, mais vous me l'accepterez. Vous me pardonnerez. Une forme de perversité dans la manière dont se pose la question de l'engagement politique aujourd'hui du point de vue des artistes. Nous vivons un moment où presque partout, donc, les artistes sont invités à produire un art engagé. Tous. Les institutions culturelles elles-mêmes célèbrent désormais les œuvres qui affichent leur conscience politique au moment même où les gouvernements se droitisent, où les politiques migratoires se durcissent, où les libertés publiques reculent et où l'extrême droite impose progressivement son agenda et son langage. Ce contraste-là, il devrait nous alerter. Il ne peut pas être sans signification. Il doit nous raconter quelque chose. C'est à nous d'essayer de comprendre ce qui se joue là. Donc comment, en fait, nous, en tant qu'écrivains, artistes, on s'en sort avec ça du point de vue donc, de cet artiste qui est sincèrement soucieux d'accomplir sa part au sein des luttes de son temps. La première vigilance de l'artiste devrait, selon moi, s'exercer contre lui-même, contre son propre désir d'en être. Alors ça, c'est ultra paradoxal. Je vais vous demander de me faire confiance, quoi, et d'y aller. Enfin voilà, de me suivre simplement. Mais oui, je pense que quand on veut trop être, quand on est un artiste et qu'on cherche absolument à faire de l'art politique, eh ben c'est là qu'il faut se méfier. C'est là qu'il faut se demander pourquoi on cherche absolument à faire de l'art politique. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi tu tiens absolument à ça ? Paradoxalement, je me méfie plus de ce geste-là. Donc je disais que lorsqu'un écrivain s'obsède à trouver la forme politiquement juste, et il devrait commencer donc effectivement à s'interroger sur ce qui motive cette quête. Cherche-t-il réellement à approfondir ce qui, dans son geste d'écriture, le relie aux luttes de son temps, ou cherche-t-il plus secrètement, ou plus inconsciemment, on va dire, à s'en rendre quitte ? Autrement dit, ne cherche-t-il pas à conclure un arrangement avec le politique, à solder une dette devenue trop pesante, à pouvoir dire enfin, voilà,
j'ai écrit le livre qu'il fallait écrire, j'ai pris la position qu'il fallait prendre, j'ai traité le sujet qu'il fallait traiter. Désormais, nous pouvons nous quitter en bons termes. Il y a donc là, possiblement, le désir, et je le dis, mais pour moi-même, hein, je ne sais même pas que je suis en train de pointer du doigt des artistes, mais pour moi-même, ça doit être un démon, pour nous tous, quoi. Le désir d'être quitte vis-à-vis du politique. Comme on cherche parfois à être quitte vis-à-vis d'une personne à laquelle on ne veut plus rien devoir. Et je crois qu'une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature politique, entre guillemets, mais dans le mauvais sens du terme, alors là je renvoie à différentes publications, alors de ma maison d'édition, parce que je suis aussi là pour faire la promotion de ma maison d'édition, mais d'un livre notamment auquel j'ai participé, qui est un livre collectif qui s'appelle Contre la littérature politique, donc il y a un titre un peu contre-intuitif, mais je vous amène à vous y intéresser. Et d'un autre livre d'Olivier Neveu qui s'appelle Contre le théâtre politique, alors que c'est des gens très engagés hein, qui sont à l'origine de ces œuvres-là, qui consiste en fait à mettre au jour, mais pour le dire grossièrement, mais vraiment il faut lire pour comprendre de manière un peu plus dense, qu'il faut se méfier de la neutralisation du politique par la littérature. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce que je viens d'exprimer comme interrogation, dans ce qu'on appelle effectivement cette littérature politique, dont il faut absolument se méfier. Le capitalisme culturel s'est d'ailleurs montré remarquablement habile à récupérer ce désir d'être quitte vis-à-vis du politique. Je pense pour ma part que l'écriture, donc, doit au contraire ne rien régler. Elle doit même entretenir cette dette vis-à-vis de son temps et des luttes qui s'y mènent. Elle doit donc accepter de ne jamais en finir avec les luttes auxquelles elle se sait liée, sans jamais pouvoir leur être parfaitement adéquate. Donc il ne s'agit pas donc de dire que les artistes devraient se soumettre aux mots d'ordre du moment ou aux exigences formulées par les forces politiques en présence. Mais s'ils doivent conserver une certaine distance, que je défends toujours d'ailleurs, ce n'est pas parce que l'engagement serait, comme le prétend donc une vieille doxa libérale, le royaume du dogme, tandis que l'art serait celui de la liberté pure, donc qui serait miraculeusement préservé de toute contrainte. C'est pas pour ça. Cette opposition, elle décrit absolument rien de réel, quoi. La distance dont l'artiste a besoin n'est pas celle qui le sépare du monde, mais celle qui lui permet de continuer à se battre avec lui. C'est là, il me semble, que réside la seule liberté réelle des artistes, quand ils se veulent être politiques. Donc non pas en fait dans une œuvre qui viendrait enfin garantir leur autonomie une fois pour toutes, dire voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, ni dans un statut particulier qui les placerait au-dessus de la mêlée, mais dans cette remise en mouvement permanente de leur forme, de leurs idées et de leur position au sein du monde auquel ils appartiennent et dont ils ne sortiront jamais. Je pense qu'il y a la dignité vraiment du geste de l'écrivain et de l'artiste, c'est de se savoir déposséder de son œuvre dès lors qu'elle est née, dès lors qu'elle existe. Elle ne nous appartient plus. Voilà, la propriété, c'est le vol. C'est pareil pour l'art. On n'est pas les propriétaires de nos œuvres. C'est plus à nous. Une fois qu'on l'a créée, voilà. On n'est pas les propriétaires. Voilà pour ce qui est de ceux qui me connaissent déjà. D'accord. Maintenant, je vais réinscrire ce propos pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais en même temps, ça vous permet d'avoir, disons, un aperçu des soubassements politiques, théoriques, qui ont fait que je suis arrivée à écrire ces 2 livres, parce que j'ai écrit que 2 livres, mais voilà, c'est quand même 2 livres, c'est quand même pas rien. Donc c'est au cœur de cette réflexion-là que je viens d'exposer qu'il faut situer l'ensemble de mon travail, donc à commencer par mon premier livre qui s'appelle « Rester barbare ». Donc son point de départ, c'est une phrase de l'écrivain algérien Kateb Yassine, qui m'accompagne depuis longtemps, qui m'a accompagnée très longtemps, qui dit, je cite,
je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivée. Il faut que je garde une espèce de barbarie. Il faut que je reste barbare. Cette phrase, donc, elle m'a hantée longtemps, mais surtout parce qu'elle m'a semblé constituer une espèce de programme d'écriture esthétique. Parce qu'en fait, en vérité, elle renverse le partage moral sur lequel repose toute l'histoire coloniale, qui est celui qui oppose donc la civilisation à la barbarie. Grand classique. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Donc, mon livre, donc, il est né de ce premier livre, il est né de ce renversement-là. C'est-à-dire, j'ai voulu travailler cette intuition, donc voilà, l'intuition qui renverse cette organisation morale du monde, pour proposer donc aux descendants de l'immigration post-coloniale, dont je rappelle, pour le dire plus simplement, les Noirs et les Arabes en France, donc proposer aux Noirs et aux Arabes en France un autre récit que celui dans lequel la nation, le récit national, les assigne depuis des décennies. Car dans ce qu'on appelle habituellement donc, le paradigme de la civilisation, que pour ma part je préfère appeler le paradigme intégrationniste, un seul avenir salutaire est possible et offert aux barbares que je suis, donc, qui est donc une condition sociale, je rappelle. Le seul horizon salutaire, c'est celui d'être admis donc, dans la forteresse européenne, de recevoir enfin le certificat de son humanité, et puis surtout, de refermer aussitôt la porte derrière lui, afin de préserver la valeur du privilège auquel il vient d'accéder, évidemment. Ce récit est d'une puissance considérable. Il ne décrit pas seulement un rapport de domination économique, juridique ou politique, ce que par ailleurs, il y a une littérature pas très dense qui existe, mais qui n'est pas l'endroit où moi je veux me situer, mais qui organise un régime moral du monde, qui est l'endroit où je me situe. C'est-à-dire vraiment, c'est la littérature qui doit prendre en charge cet aspect-là des choses, de ce récit-là. Ça raconte quoi? Ça raconte la manière dont ce qu'on appelle le racisme, donc, ou alors, disons, le continuum colonial, si vous préférez, s'insinue dans les replis les plus intimes de l'existence, jusque dans notre manière de nous percevoir nous-mêmes et dans notre manière même de désirer. Il raconte qu'il n'existerait qu'une seule manière donc, d'être légitime, d'être légitimement un humain, une humanité qui par ailleurs est administrable, étatisable, normalisable, une humanité dont la valeur se mesurait au degré de conformité au grand récit de la nation, de la République et de la civilisation. Autrement dit, donc, une humanité hiérarchisée, dans laquelle certains seront d'emblée reconnus comme pleinement humains, tandis que d'autres doivent sans cesse administrer la preuve qu'ils méritent de l'être. Donc la thèse centrale de Rester barbare, alors Rester barbare, je vous ai dit, c'est le premier livre qui est effectivement un essai politique, mais en fait un essai littéraire. Pourquoi on dit que c'est un essai littéraire et pas seulement politique? Parce que son ambition, c'est pas de donner à avoir un savoir identifié, fixe, rationnellement identifiable. C'est plutôt une expérience de lecture, une expérience d'écriture qui cherche à rendre compte d'une expérience sensible en fait, de la condition des descendants de l'immigration. Donc il y a un geste d'écriture qui accompagne ce livre. Voilà, il ne délivre pas simplement une thèse, tout simplement. C'est un geste d'écriture. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un essai littéraire. Par ailleurs, il y a des moments où je ne suis pas certaine que l'énonciation soit parfaitement identifiable à moi, Louisa Yousfi. En fait, il y a une logique interne au texte, à la démonstration, qui s'autonomise vis-à-vis de ce que moi j'aurais à dire, par exemple, publiquement. Donc voilà, je dis ça pour vous encourager à le lire. C'est vrai, vous l'aurez compris. Mais s'il fallait absolument déterminer une thèse, parce que ça reste comme un essai et c'est pas un roman, mais le roman c'est le deuxième, on en parlera tout à l'heure. Absolument déterminer une thèse, il s'agirait de dire l'ensauvagement est un intégrationnisme. Bon, c'est deux mots un peu barbares en soi.
l'ensauvagement, pour le dire vite, c'est un mot qui a été qui est né plutôt dans le champ sémantique de l'extrême droite, qui consiste à dire voilà, les quartiers populaires, les descendants de l'immigration, etc., ensauvagent la France, c'est-à-dire font peser sur la France une menace qui, ou l'immigration, hein, pas que les descendants de l'immigration, mais aussi les migrants, font peser une menace sur la France, sur l'Europe, qui est de l'ordre, qui n'est pas seulement lié à la délinquance ou à l'insécurité, mais qui est aussi lié à une espèce de contamination morale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment on appartient à des mondes, à des épistémologies, à des mondes moraux qui sont absolument incompatibles. Bon, ça, c'est l'ensauvagement. Les descendants de l'immigration ensauvagent la société française. C'est un mot qui est plutôt charrié jusqu'ici par l'extrême droite et qui a, avec le temps, à l'échelle de ma génération, à l'échelle de ma vie, est devenu de plus en plus acceptable, je veux dire jusqu'à ce que le président de la République française, Macron, l'emploie pour lui-même, voilà, en parlant des quartiers de l'immigration. Donc l'ensauvagement est un intégrationnisme. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que donc intégrer l'Empire, pour nous, les descendants de l'immigration, y trouver sa place, y négocier sa reconnaissance au prix d'une succession de renoncements, puisque c'est le seul moyen d'être reconnu, c'est toujours sous condition. Donc faire tout ça revient en fait à intérioriser la logique même qui nous a historiquement constitués comme ces victimes. C'est consentir, parfois malgré nous, à l'ordre civilisationnel qui s'est édifié sur la destruction de nos propres mondes. Donc les conquêtes coloniales, les guerres menées dans les pays du Sud, la prédation continue du continent africain, le cimetière marin qui est devenu la Méditerranée, le contrôle toujours plus policier des musulmans, des habitants des quartiers populaires et plus largement des classes subalternes. Autrement dit, donc, intégrer une telle civilisation ne consiste pas seulement à accéder à ces privilèges, c'est aussi hériter de ces violences et même quasiment de les revendiquer, c'est-à-dire de les faire siennes et d'en trouver le motif d'une fierté, quoi. Donc on n'entre pas, moi je dis, on n'entre pas indemne dans un empire fondé sur la prédation. C'est pas possible, surtout quand on est historiquement les victimes de cette prédation. Donc intégrer cette pomme pourrie, c'est accepter que sa pourriture nous traverse à notre tour. Cette hypothèse, elle conduit à déplacer profondément la manière dont nous pensons la condition post-coloniale. Les descendants de la colonisation, donc, ne sont pas seulement les victimes résiduelles de la modernité occidentale, ils en révèlent même le fonctionnement, en fait, intime. Ils en sont, alors j'ai dit ça comme ça, mais ça peut être un peu abusé, la vérité. Mais je le pense. Ils en sont la vérité. La figure du barbare est de ce point de vue absolument décisive. Elle n'est pas seulement celle que l'ordre social rejette à ses marges, elle est celle dont cet ordre a constamment besoin pour se reproduire. Bon, une civilisation, elle a besoin de barbares pour continuer à se déterminer comme civilisation. C'est-à-dire, ça me paraît assez simple, assez logique en vérité. L'intégration donc contemporaine ne consiste plus simplement à exclure absolument les barbares que nous sommes, elle consiste à les maintenir aussi dans une inclusion qui est précaire, qui est toujours conditionnelle et qui est toujours surtout renégociable. Donc suffisamment intégrés pour participer à la reproduction de l'ordre, jamais assez pour en devenir les sujets pleinement légitimes. Le problème politique des barbares ne peut donc plus être... Alors je dis les barbares, on aura compris que je parlais des Noirs et des Arabes, mais je dis les barbares pour que ce soit plus littéraire. Donc le problème politique des barbares ne peut plus être pensé seulement en termes d'exclusion, il doit être aussi pensé en termes d'intégration, ce qui change absolument tout. Je pense que c'est vraiment l'apport vraiment de la pensée décoloniale en France, c'est d'apporter ça. C'est de dire, voilà, la question raciale, coloniale, néocoloniale, elle doit se penser
à l'endroit des politiques d'inclusion et d'intégration, et non plus seulement des politiques d'exclusion, liées essentiellement à l'extrême droite ou au racisme explicite, tout simplement. Car, en fait, l'intégration agit aujourd'hui comme une force centrifuge. Vous voyez, centrifuge. Elle nous maintient donc à distance du centre, voilà, tout en nous retenant dans l'orbite de l'Empire. Donc, elle produit des barbares domestiqués, j'appelle ça des barbares domestiqués, dont la fonction est précisément de stabiliser l'ordre qui continue pourtant de les tenir à l'écart. Voilà, ça fait ça. C'est super, il y a un équilibre qui est trouvé grâce à nous, grâce au fait de nous maintenir comme ça, de maintenir comme ça dans une espèce de promesse sans cesse repoussée. Et nous, on attend. Voilà. Alors, si l'intégrationnisme est une forme de domestication, il exige alors un autre récit. Ça, ce que je viens de vous dire, là, ce truc-là que je viens de vous montrer, il faut le raconter. Il faut qu'il y ait une traduction de ça, en littérature, en art, ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait une traduction. Ça existe en politique, hein, je veux dire, il y a des mouvements en lutte, le mouvement décolonial, etc. Mais il faut qu'il y ait une traduction de ça en termes de grands récits, puisque chaque mouvement politique s'accompagne forcément d'un récit qui lui appartient et qui lui permet aussi de faire jouer la lutte politique sur un terrain qui est celui de l'hégémonie culturelle. Et donc, l'impulsion donc, première de rester barbare, pour moi, est ici. C'est-à-dire qu'au moment de l'écrire, j'ai pris conscience que cette intégration à laquelle moi-même, en fait, je m'étais rigoureusement soumise, mais encore une fois, je vais parler de moi, c'est pas pour parler de moi, c'est juste que je sais que mon destin social, il est absolument représentatif d'une génération entière de descendants de l'immigration. Voilà, ce dont j'ai à témoigner, c'est pas d'une expérience personnelle, quoi. C'est d'une expérience collective, sociale. Donc je disais que c'est cette intégration à laquelle je m'étais rigoureusement soumise, notamment en suivant le parcours exemplaire de la bonne élève de la République, ne m'avait pas seulement donc transformée socialement, elle m'avait atteint aussi jusqu'à mon écriture. Je me suis rendu compte donc que le processus intégrationniste, qui est avant tout donc un processus de domestication, m'avait progressivement asséché. Plus je m'éloignais de mes parents, parce que c'est ça en fait concrètement ce que ça signifie quand on dit intégration. Enfin, c'est-à-dire ça, en fait, rompre avec ces mondes d'origine, donc sa culture d'origine, sa religion, sa langue, etc. Si vous voulez, de manière plus concrète, ça veut dire rompre avec ses parents. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc plus je m'éloignais de mes parents, de leur langue, de leur manière d'habiter le monde, de tout ce qu'ils incarnaient en fait comme altérité irréductible à l'Occident, plus je m'éloignais de cette altérité-là, qui était la leur, qui aurait pu être la mienne, plus, du coup, je m'abreuvais de culture légitime. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait pas... peut-être que c'est une catégorie culture légitime qui est appelée à disparaître. Mais en tout cas, à cette époque, ça existait encore, la culture légitime. Donc plus je m'abreuvais de culture légitime, plus je maîtrisais ces codes et moins, paradoxalement, j'avais de choses à dire. Ou plutôt, moins j'étais capable d'écrire ce qui m'avait poussé à vouloir écrire. Cette expérience, je crois, vraiment traverse beaucoup de récits de transclasse et d'enfants de l'immigration postcoloniale. Il suffit de lire, en fait, toute cette littérature qu'on appelle transclasse, transrace. Alors, il n'y a personne qui a osé encore cette terminologie, mais on se comprend. Donc, on grandit donc, avec l'intuition qu'il faudra un jour parler pour les siens. Annie Ernaux, elle dit venger sa race, littéralement, elle le dit comme ça. Donc elle grandit avec cette idée de voilà, je vais venger ma race, écrire afin de rendre justice au monde dont on est issu. Pour ce faire, donc, on emprunte le chemin de l'école parce qu'on nous a appris que c'est la voie de l'émancipation. Mais cette école aussi est le principal dispositif par lequel donc, l'intégrationnisme, redoublé alors, par le récit méritocratique, façonne donc nos manières de voir, de penser, de sentir et d'écrire.
Et lorsqu'enfin on croit avoir acquis tous les outils nécessaires pour enfin prendre la parole, donc je veux dire vraiment être à la hauteur de la mission qu'on s'est lancée, on découvre finalement que le piège s'est refermé sur nous-mêmes. Ce qu'on voulait dire s'est éloigné, ou bien on ne sait plus le dire. Les mots sont là, alors on parle très bien la langue, maîtrise, mais ils ne portent plus la même nécessité. Ils ont perdu leur puissance de rupture, d'arrachement. On se retrouve alors prisonnier d'une langue qui n'est plus tout à fait la nôtre, mais qui est la seule que nous ayons. Je dis cela parce que, pour faire référence à une phrase très connue de Derrida, il dit « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne ». Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en vérité, on pourrait faire un livre là-dessus. Mais par ailleurs, ça existe, les livres là-dessus, sur les drames linguistiques des descendants de l'immigration. Khattab Yassine lui-même, en fait, n'a eu de cesse de parler du drame linguistique à représenter pour lui le fait de devoir, embrasser la langue française, qui est la langue du colon, pour dire précisément qu'il n'est pas français. Il dit d'ailleurs, j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Mais qui a été un drame au sens où, du coup, ça lui a fait perdre, il dit, le cordon ombilical avec sa mère, qui c'était sa plus proche amie et témoin. Et bon, voilà, c'est un deuil. Ça l'a éloigné absolument. Enfin, ça a rompu le lien qu'il avait avec sa mère, qui est la langue maternelle. Je veux dire, on se rappelle que ce que c'est qu'une langue maternelle, qui est le lieu quand même de l'intimité la plus radicale, enfin, de la tendresse, de l'amour, du foyer. Bon, il perd ça. Bon, et je pense que là, cette histoire-là du français, quand on est descendant de l'immigration, qui est quand même une langue et à la fois qui est la seule qu'on a, et en même temps qui est celle dont on sait absolument qu'on est enfermé un peu à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire qui est celle de notre perte, en fait, de notre défaite. Et ben, il y a en même temps de l'endroit par lequel on peut quand même continuer à résister. Bon, il y a comme ça, il y a un grand récit à l'intérieur de ça. C'est une grande contradiction. Dès qu'il y a une grande contradiction, ça veut dire qu'il y a un grand récit à l'intérieur. Et une grande beauté aussi à raconter ça. Bon, on se débat. Je ne vais pas ouvrir ça, même si je voulais... Bon. Ce serait passionnant par ailleurs, mais on va continuer. Ok, il est 46. Donc, ce que l'intégration menace de nous faire perdre, donc ce n'est pas simplement une origine ou une mémoire, ce qui est déjà pas mal, hein, mais l'intensité qui s'y rattache. Donc l'intensité de la mémoire, de l'origine. Donc une manière singulière de sentir, de nommer le monde, d'habiter une langue. En nous éloignant des nôtres, elle risque aussi de nous éloigner de cette part de nous-mêmes depuis laquelle nous avions précisément, je mets entre guillemets, des choses à dire. Je mets entre guillemets parce que c'est la phrase de Khattab Yassine, en fait, qui dit « J'ai tellement de choses à dire que je dois rester barbare ». Qu'est-ce que ça veut dire avoir des choses à dire ? Alors, ce que j'ai formulé, ce que j'ai cherché en tout cas à formaliser dans Rester barbare, puis que j'ai cherché à poursuivre dans La Grande Méthode, qui est le deuxième livre, comme un prélude en fait à l'acte d'écrire, c'est la nécessité d'accomplir le trajet inverse que celui que nous impose l'intégration. Il ne s'agit plus donc d'aller toujours davantage vers le centre, mais de revenir vers ce qui en nous a résisté au processus de domestication. De retrouver ce reste de barbarie. Je fais ça parce que je ne suis pas convaincue. C'est possiblement un mythe. Mais les mythes, ils existent en soi, ils peuvent exister en tant que mythes. Donc retrouver ce reste de barbarie qui n'a pas été entièrement absorbé par la machine intégrationniste. C'est seulement à partir de ce reste que peut s'inventer un nouveau territoire narratif. Un territoire capable de nous arracher à l'impasse existentielle, politique et esthétique dans laquelle l'intégration nous enferme. Si je résume, donc, la barbarie est un lieu d'énonciation que j'essaie d'occuper comme un régime de récits qui permettent de raconter les vies post-coloniales autrement, tout en prenant acte, là ça devient un peu plus sophistiqué, mais tout en prenant acte d'une difficulté supplémentaire, qui est celle-ci. Nous n'écrivons pas
depuis un dehors intact, les descendants de l'immigration. C'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur de la matrice. Moi, je ne suis pas en train de raconter qu'on a une altérité radicale, je ne sais pas quoi, il y a un truc qui a été préservé. Non, en fait, on est déjà à l'intérieur de la bête. On est nous-mêmes transformés. C'est un mythe qu'on se raconte, mais ce mythe-là, il a des effets. Donc, en fait, nous ne sommes plus des barbares au sens où l'entendait l'imaginaire colonial. Donc, altérité radicale, si seulement c'était le cas. C'est même pas le cas. Donc ça, on n'est même pas ça. On est des barbares intégrés, c'est-à-dire des barbares domestiqués, des barbares, en fait, en vérité, en voie de disparition. La barbarie est donc traversée par une contradiction. Elle raconte à la fois une tragédie, qui est celle donc de la dépossession, d'un monde qui s'efface, et en même temps une possibilité de résistance. C'est précisément cette contradiction, moi, qui m'intéresse, que je travaille dans le premier texte, dans le premier livre et dans le deuxième, parce qu'elle donne une forme sensible à ce que le mouvement décolonial, en France, dont je me réclame, tente d'énoncer politiquement, à savoir que l'idée que les descendants d'immigration, de la colonisation, ne peuvent se contenter d'une place concédée dans le récit national, mais qu'ils ont besoin d'un territoire politique, énonciatif, construit depuis leur propre expérience, selon leurs propres coordonnées, à partir de leurs propres nécessités. Pour moi, cette exigence, elle est inséparable d'une exigence de forme. Donc, écrire depuis la barbarie ne consiste pas à retourner le stigmate, ce qui est aussi le cas. Mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas de dire juste on va inverser les signes de la domination. C'est un premier pas, mais ce qu'il y a derrière, c'est vraiment d'essayer de poser les bases d'une manière de fabriquer une forme qui échappe au regard intégration ou civilisationniste, une forme donc qui introduise, qu'est-ce que ça signifie, qui réintroduise en fait du trouble. Un lieu donc où le barbare cesse d'être immédiatement lisible, identifiable, classable, où l'on ne sache plus très bien comment le saisir, selon quelle catégorie le juger, ni même à partir de quels critères interpréter ce qu'il écrit. Ce geste donc d'écriture, là où je me trouve vraiment, prend vraiment le contre-pied d'une certaine obsession contemporaine de la transparence, peut-être même de la rationalisation, qui voudrait que toute domination puisse être entièrement expliquée, rendue visible, élucidée. Moi, je vais à l'opposé de ça. Je pense que ça sert à rien. Vraiment, je pense que c'est pas que ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bon, on sait. On sait comment fonctionne le racisme, les mécanismes de la domination, de la manière dont ça se reproduit, etc. Je pense que le savoir de cette domination, non seulement ne permet pas d'envisager des moyens et des outils d'y résister, mais que probablement même ça naturalise en nous l'idée que c'est comme ça. C'est-à-dire, certes, c'est construit, le racisme, c'est construit socialement. Mais bon, si c'est construit de cette façon-là, c'est qu'il y a forcément des raisons, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Ça ne crée pas un effet mobilisateur dans le sens inverse. Ça n'ouvre pas des formes d'imagination, des formes d'inventivité, de trouvailles. C'est pas du tout propice à ça, en fait. Ça sert à rien. Et en plus, ça peut rendre impuissant, à mon sens. Je vous le dis. Bien qu'il y a une... Enfin, je veux dire... Je sais bien qu'il y a des étapes, différentes étapes historiques qui font qu'il a été nécessaire à un moment donné de rendre compte, que des travaux sociologiques aient à cœur de renseigner sur la question raciale, discriminatoire, etc. Il me semble qu'on est on est arrivé à un autre stade aujourd'hui. Alors, et encore plus sur le plan littéraire, puisque à cet égard, moi, j'aime bien convoquer l'expression d'Annie Lebrun. Alors peut-être que je le convoque pas bien, mais c'est pas grave. Je pense que les références, elles peuvent mettre au service de choses qui échappent aux intentions de ceux qui les ont produits. Mais il me semble que ça peut... Je pense à Annie Lebrun, bon, elle maintenant elle est décédée, mais peut-être probablement qu'elle serait d'accord avec moi, je sais pas.
Je me dis qu'elle serait d'accord. Elle parle de pollution lumineuse. Alors, elle en parle comment c'est dans un livre qui s'appelle Du trop de réalité. Voilà, elle a une familiarité, enfin, elle a une sympathie particulière. Elle s'inscrit vraiment dans la généalogie du mouvement surréaliste. Mais quand elle parle de pollution lumineuse, quand elle veut dire, elle fait une espèce d'analogie qui me semble très belle et très pertinente pour dire, bon voilà, il y a le développement le développement technologique qui a fait que, par exemple, la nuit a disparu dans les villes, puisque maintenant il y a la lumière dans les villes, et qui font qu'on n'a plus accès aux étoiles à cause de ces lumières-là qui restent allumées. Et c'est fait partie du progrès. C'est ça le progressisme, c'est ça l'industrialisation. Et qu'en fait, les artistes et l'art, le mouvement artistique, en fait, a suivi cette affaire en allumant également la lumière sur les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire que du coup, les artistes se sont mis à reproduire à leur endroit ce geste-là d'éclaircissement, de rationalisation de l'art, qui a fait que du coup, on nous a fait perdre les étoiles. On nous a fait perdre le sens. La nuit, quoi. Et donc, elle travaille toute une théorie qui consiste à aller à éteindre la lumière, à rééteindre la lumière et à aller creuser dans le noir, dans l'opacité de l'art, et qui est un endroit de liberté, en fait, qui échappe au radar. C'est ça notre endroit. Il faut retrouver un refuge, il faut retrouver un abri à l'endroit d'un monde qui précisément assoit son pouvoir dans la transparence absolue qu'elle exige de ces sujets. Donc vraiment échapper à cette emprise-là, de la lumière, de la rationalisation, de l'explicitation. Il me semble que vraiment, les descendants de l'immigration, on a été extrêmement, particulièrement en tout cas, exposés à cette entreprise, et qu'on y a même consenti, on a joué le jeu. Et que maintenant, c'est terminé. Je crois qu'il y a une nouvelle génération qui a compris. J'en viens donc à mon deuxième livre qui s'appelle La Grande Méthode, qui va radicaliser cette affaire, et donc qui s'inscrit effectivement pleinement dans cette perspective. Et dont le paradoxe quand même, c'est qu'il va naître, le récit de La Grande Méthode, il va naître d'un événement autobiographique qui paradoxalement est absolument identifiable. Très identifiable. Je veux dire, c'est le rapatriement du corps de mon père en Algérie. Voilà. C'est clair et net. Mais cet événement, une fois qu'il est posé, on comprend assez vite qu'il va être qu'un point de départ, une sorte de brèche. Et que le récit qui m'intéresse, que je vais déployer, va déborder très vite l'expérience personnelle pour ouvrir un espace dont les dimensions donc, vont ne cesser de se dilater et de se resserrer constamment. Vraiment, La Grande Méthode, si vous lisez, ça va faire que ça. Ça grossit, ça rétrécit, ça grossit, ça rétrécit. Donc vraiment, tantôt donc, au plus près de l'intime, tantôt à l'échelle de l'histoire, de la mémoire et du mythe. Vraiment. Donc il fallait, moi, à mon endroit, trouver une forme qui est capable de dire cette expérience tout en s'éloignant de cette expérience, pour ne pas rester prisonnière du registre que celui que je viens d'exprimer, qui prend souvent la forme du témoignage, du registre donc testimonial, ou de l'archive, ou du documentaire. Donc l'idée du livre, elle est tout entière contenue dans la recherche d'une langue qui puisse tenir ensemble la retenue et l'emphase, ce que je disais, grand, petit, j'arrête pas de faire ça. La pudeur, qui appartient à mon monde, c'est des valeurs à laquelle je tiens le plus, et la démesure, parce que j'appartiens à un territoire en lutte, et qui vise à être offensif. Donc il y a quelque chose comme ça qui n'arrête pas de se contredire, mais qui fait ce geste-là. Parce que ce qui m'intéressait, donc, au fond, derrière le deuil, c'était la condition de ceux qui héritent dans des situations de rupture. Le livre est traversé par des questions aussi anciennes, en fait, que la littérature elle-même. C'est
à cet endroit que ça se rejoint avec la question de la mythologie ou du mythe, c'est-à-dire les questions de la filiation, de la transmission, du legs. Donc, les tragédies grecques, comme les récits prophétiques, les grandes épopées, comme les romans modernes, donc, on n'ont cessé en fait, de revenir à cette énigme. Que reçoit-on de ceux qui nous précèdent et qu'avons-nous à transmettre à ceux qui viennent après nous? Bon, grande question, quoi. Genre, c'est pas... Voilà, j'y suis. Voilà, c'est pas très original, mais... Et en même temps, si, c'est original à l'endroit où je suis, d'y aller franchement et d'oser l'ambition, parce que jusqu'ici, on nous attend plutôt dans des récits qui nous racontent à hauteur de guichet, pas du tout à la hauteur mythologique. Donc pour les descendants d'immigration post-coloniale, ces questions-là que j'aborde, elles prennent vraiment une résonance particulière. La question de la transmission, parce que cette mémoire, en fait, elle est interrompue, elle a été sans cesse interrompue, à la fois par l'exil, elle a été fracturée par la colonisation, elle a été rendue illisible par le silence, la honte, les impératifs de la survie dans un pays hostile, par des politiques concrètes en fait, qui ont tâché de donner à voir l'idée qu'il fallait rompre. Et donc il y a une transmission sous surveillance en vérité, une transmission qui est passée mais codée, cryptée, voilà, qui nous revenait à nous de comprendre. Et je pense qu'on est déjà partie d'une génération qui est maintenant à être amenée à essayer de comprendre l'héritage de nos parents, et qui est un héritage effectivement crypté, qui n'a pas pu se transmettre au grand jour, librement, puisqu'elle s'est faite sous surveillance. Parce qu'il fallait faire attention. Parce qu'il y avait sur nous pesé l'idée qu'il fallait absolument pas nous transmettre, une rancœur vis-à-vis de la France, qui était le pouvoir colonial, nous transmettre une espèce de haine anti-France. Et cette haine anti-France, elle devait passer notamment par le fait que il fallait pas nous transmettre, la question de la victoire algérienne, par exemple, pour ce qui est mon cas. La victoire algérienne, nous transmet des affects comme ça de combativité, de grande victoire, parce que ça rentrait en contradiction avec les raisons pour lesquelles on était actuellement en France, à savoir, il fallait être défoncé comme les autres. Donc il y avait un problème entre nos parents. Qu'à la fois, il fallait pas nous transmettre ça, pour pas qu'on soit trop... qu'on soit en friction avec le pays dans lequel on devait se tailler un destin collectif. Et en même temps, ça s'est transmis. Bon, je ne sais pas si j'arrive à vous le transmettre, c'est passionnant en fait, cette histoire. Pour moi, il n'y a rien de plus passionnant que ça. Donc, il fallait donc transformer cette discontinuité, donc je parle là, en autre chose qu'une nouvelle rupture. Donc, comment cette transmission, elle se fait. Et bon, la manière dont moi j'ai posé la question, ça part de la question des enfants, c'est-à-dire de la génération qui va suivre après. Bon, moi, je suis maman, j'ai 2 enfants. Et donc, ça s'ouvre. Moi, si je me pose la question de mon héritage, c'est parce que je me pose la question de ma transmission, c'est-à-dire de ce que je vais leur laisser, évidemment. Sinon, peut-être probablement que je ne la poserai pas comme ça. Mais je pense que c'est parce que j'appartiens à une génération qui commence à voir ceux qui nous précèdent mourir, partir. Et donc, on est les derniers représentants. Il y a un passage de relais qui s'est fait. Et donc, il faut pouvoir savoir ce qui est entre nos mains, ce qui a été transmis entre nos mains. Là, ça nous donne une responsabilité historique. Donc, ce qui nous reste à transmettre à partir de ce qui a été brisé. Donc, comment, effectivement, on peut rendre un héritage habitable lorsqu'il porte encore les stigmates de cette violence historique. Bon, ces questions, elles me paraissent d'autant plus pressantes que, par ailleurs, on vit dans un contexte qui n'est pas anodin, c'est-à-dire, en tout cas en France, mais bon, franchement, à l'échelle européenne, voilà, je pense que vous êtes au courant, que nous vivons notamment en tant que
que musulmans, c'est-à-dire qu'on redevient les cibles d'une hostilité de plus en plus décomplexée, que la suspicion, elle s'institutionnalise, que la guerre symbolique s'intensifie, et que tout indique donc que cette pression continuera de s'accentuer dans les années à venir. Écrire donc dans un tel contexte consiste à préserver donc les conditions d'une transmission. C'est ça là, vraiment, je pense, la tâche qui est la mienne, qui est la nôtre quand on partage la condition qui est la mienne. Vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait là de ce qu'on nous a transmis et comment on fait pour le préserver. Comment on crée, comment on fait en sorte de ne pas être le chaînon, le maillon faible, entre guillemets. Voilà. Comment on fait en sorte que cette épreuve, au moins on la traverse, en tout cas, pas forcément en étant les victorieux, mais en tout cas en ayant maintenu vivant la mémoire de notre lutte, de notre histoire, de notre existence, de notre dignité, jusqu'à la génération qui va suivre. Étant donné qu'on sait que cette vague de violence va nous arriver. Donc la grande méthode, effectivement, c'est un livre qui est vraiment écrit sous le joug de cette inquiétude. Je veux dire, c'est tout à fait assumé. Le livre, elle suit une conscience qui avance parmi les ruines de son héritage et qui tente malgré tout d'y raviver une lumière qui est assez vive pour qu'elle puisse être transmise. Donc ça s'appelle la grande méthode. Alors, je sais que le réflexe qu'on a souvent, c'est vis-à-vis d'un titre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce titre et ce titre. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est la grande méthode? Et Dieu sait que la question m'a été posée des millions de fois par des journalistes. Mais vraiment, je pense que c'est la pire manière en fait de saisir mon livre. C'est-à-dire de vouloir immobiliser cette méthode, d'en extraire en fait un sens clair, définitif. Je pense que entrer dans cette enquête comme on mène une chasse, donc persuadé qu'il suffira de poursuivre la bête jusqu'à l'acculer, vraiment ça me paraît être le contresens que le livre tente de déjouer. Pour beaucoup d'entre nous, descendants des mondes brisés par la colonisation, l'exil et la dépossession, la conscience politique, elle naît précisément à cet endroit. C'est-à-dire donc qu'elle ne procède pas seulement d'une lecture, il est déjà 20h, d'une lecture des rapports de domination, mais elle plonge ses racines dans une expérience encore plus obscure, je dirais, qui est celle donc d'un héritage interrompu, d'une perte dont on ne connaît toujours pas le nom, et d'une dette, surtout, que rien ne semble pouvoir acquitter. Donc si la littérature et plus largement la forme artistique est profondément nécessaire, qui est celle que j'ai décidé d'embrasser, c'est parce qu'elle est capable de donner une forme à cette expérience sans la réduire. Et que c'est souvent aussi à partir du langage qu'elle invente et des horizons qu'elle ouvre que moi, ce que j'appelle une conscience pleinement politique devient enfin possible. C'est à cet endroit-là, paradoxalement, que véritablement l'engagement politique est le mien, il se met à saisir absolument tous les soupassements qui est le sien, c'est-à-dire à s'intensifier plus qu'à fuir le politique. La littérature, moi, c'est la rencontre de la vérité de mon engagement politique, paradoxalement. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout en train d'aller ailleurs. Je suis au contraire en train de me connecter avec les raisons, encore plus profondes, avec les racines de ce qui fonde la conscience politique qui est la mienne. Je crois que c'est le cas pour tout ce qu'on appelle aujourd'hui la culture, quoi, tout simplement. La culture, vraiment le propre de la culture, c'est de donner, de maintenir comme ça un corps de forme, de récit, d'affect qui maintiennent les raisons pour lesquelles des militants
qui par ailleurs ne sont pas forcément des artistes, continuent de lutter tel qu'ils luttent. C'est ça qui fait que ça, ça massifie, ça intensifie, ça massifie les raisons de la lutte et les raisons de continuer à participer aux enjeux de son temps et de son époque et de se sentir devoir être à la hauteur des épreuves qui nous sont proposées par notre temps. Voilà, je vais m'arrêter là. On m'a dit de vous dire que il est 20h08, en gros, il y a un temps d'échange avec vous, possible, si ça vous intéresse. Donc, il y a à peu près 2-3 questions qui sont possibles, pas plus, il me semble, parce que sachant que, par ailleurs, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a comment on appelle ça? Mince, j'ai oublié le mot, un apéro, enfin, un cocktail, oui, voilà, un cocktail. Donc, vous êtes invités ensuite, après, boire un coup, à manger, et que par ailleurs, voilà, les discussions peuvent se poursuivre de manière informelle si vous n'avez pas, si vous vous sentez pas de prendre la parole publiquement, c'est tout à fait compréhensible. Du coup, voilà, je serai là. Et puis aussi, autre chose, c'est que je signe mes livres si vous êtes intéressés pour acheter les bouquins qui sont présents du coup dans la librairie de la Fondation. Je vais aussi me prêter à l'exercice de la signature. Voilà, si vous avez des questions, c'est à vous. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Merci pour votre conférence. Ce n'est pas forcément une question, mais j'aimerais juste, merci monsieur, avoir un peu votre avis sur, puisque vous parlez de barbares, mais les barbares qui se sont complètement intégrés, qui ne sont plus des barbares. Je songe à notre compatriote Kamel Daoud, Boualem Samsal, je m'arrêterai là déjà, qui sont ici. D'ailleurs, Boualem Samsal a fait une conférence ici aussi, à votre place. Voilà, j'aimerais juste avoir un peu votre avis. Et la deuxième question, lorsque le politique, j'allais dire, colonise la littérature ou les littéraires, je songe à monsieur Emmanuel Macron, pour ne pas le nommer, qui a engagé 2 écrivains, Mouawad Wajdi et Emmanuel Carrère, parce qu'il se méfie des journalistes qui peut-être ne le portent pas. Voilà, juste, ça pourrait faire l'effet d'une grande conférence encore, hein, mais oui. Juste avoir un petit avis. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est pas les barbares dont vous parlez. En fait, c'est une notion extrêmement controversée que je vais convoquer ici, mais à laquelle je crois beaucoup, et qui véritablement c'est la notion que, je veux dire, c'est au cœur de mon travail et de mon travail futur, etc. Bon, ça s'appelle des traîtres en fait. Voilà, pour le dire simplement. Voilà, des traîtres. Bon, ça existe de tout temps, à toute époque. On aurait été en période coloniale, on aurait appelé ça des harkis, voilà, des gens qui ont pris les armes de l'ennemi contre leur propre peuple. Après, les soubassements psychologiques de cette affaire, je suppose qu'il y a des psychologues plus qualifiés que moi pour en parler, mais la haine de soi, bon, c'est des choses qui sont enseignées. La haine de soi, je veux dire, la haine de soi qui, par ailleurs, est adossée à un privilège, je veux dire, à l'obtention d'un privilège. Parce que Boualem Sansal, alors j'ignorais qu'il avait été dans cette... Désolée, je regarde les... Bon, j'imagine que c'est un espace de liberté de penser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens dont on ne cesse de dire qu'ils sont courageux, etc. En vérité, ils sont...
sont pas courageux, puisqu'en fait, tout ce qu'ils ont à dire, est protégé par le pouvoir, c'est-à-dire le véritable pouvoir, pour le coup. Et ils sont même encouragés pour ça, enfin, ils sont payés pour ça, enfin, je veux dire, ils sont construits absolument pour diffuser la pensée dominante, hégémonique, à l'intérieur, par ailleurs, de la France. C'est-à-dire que, je veux dire, ils sont pas du tout exposés à un danger ou à une hostilité particulière, ils sont au contraire protégés. Bon, bah, c'est simple. Limite, pour moi, c'est même pas... Au moins, c'est clair. Je sais pas comment dire. C'est clair, quoi. On sait pour qui ces gens roulent. C'est des gens qui ont des intérêts clairement politiques et que ces intérêts-là consistent à être instrumentalisés en tant qu'Algériens ou issus des mondes post-coloniaux, instrumentalisés pour être opposés à des forces collectives, anticoloniales ou décoloniales. Parce que là, eux, c'est toujours des figures en fait individuelles. C'est ça qu'il faut avoir en tête, quoi. Ils ne sont rattachés à aucun mouvement réel. C'est-à-dire que c'est des individus qu'on a. D'ailleurs, on appelle ça la tokenisation. C'est des tokens. Ils sont seuls comme ça. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, mais c'est des exemples comme ça qu'on montre pour dire voilà, vous voyez, moi j'ai un arabe qui dit pas ce que vous dites vous. Ouais, mais sauf que nous on est des millions derrière. Comment ça se passe? Il y en a un qui a dit ça, mais oui, mais en même temps il est payé pour le dire. Bon voilà, bon, ça c'est réglé. Pardon, la deuxième question. Enfin, c'est pas une question, mais c'était une. Pardon? Ah oui, non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait, bien sûr que moi, je pense qu'il faut toujours faire attention effectivement à l'influence du politique, je veux dire à l'emprise possible du politique sur les arts, la politique, enfin sur les artistes, la littérature, mais quand c'est effectivement lié au pouvoir. Bien sûr qu'il y a toujours, le pouvoir a toujours des prétentions de mise au pas des artistes. Il y a toujours ça. Et ça, j'entends que là, il faut faire attention. Je veux dire, à l'endroit de... Enfin, moi, si mon influence, c'était Macron, bah ouais, je ferais vachement attention. Tu vois, je comprends que... Ou le libéralisme, j'en sais rien. Mais par contre, c'est pas la même chose, l'influence de forces en résistance. C'est-à-dire de forces qui sont précisément pas institutionnalisées, qui sont qui sont en lutte, en fait, qui sont contre-hégémoniques. Là, par contre, l'artiste, il a intérêt à s'adosser à ces luttes-là, même je veux dire, même pour la force de son souffle même, c'est-à-dire de son souffle d'artiste. Parce que c'est ça le rôle de l'art, en fait. C'est-à-dire de réinsuffler des espaces de vie, de liberté, d'émancipation du sens, etc., à l'endroit d'emprise qui vise à empêcher, justement, enfin, qui vise à normaliser ou à contrôler en fait l'espace du sens. Et donc un artiste, en vérité, il est... Enfin, après, encore une fois, je ne vais pas commencer à dire constamment selon moi, on a compris que je parle selon moi. De toute façon. Mais selon moi, un artiste, selon moi, mais vraiment, il sera jamais aussi libre que s'il rejoint effectivement les forces actuellement en cours, les forces politiques actuellement en cours, en lutte, puisque c'est là où ça continue à travailler en fait. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est des endroits où on est en train d'essayer de travailler des brèches. Et l'art, c'est ça son endroit en fait. C'est l'endroit où justement c'est pas encore le sens, c'est pas encore figé, où il y a encore il y a encore un espace qui est ouvert, où il y a un horizon ouvert. C'est ça, c'est là qu'il faut être. Là, pour moi, cette influence-là, c'est pas une influence qui assimilable à une espèce de domination ou de soumission à un impératif dogmatique, etc. Non, je pense que au contraire, c'est une force, c'est une remise en puissance de l'artiste quand il est là. Là, d'un coup, en plus, il est plus seul, il peut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, même ça adosse, ça donne une assise à son geste, ça lui donne du sens, ça lui fait participer à son temps, ça lui fait devenir quelqu'un. Je veux dire, au contraire, ça va assurer ce qu'il fait, quoi. Voilà.
qu'il y a d'autres questions. Sinon, on peut parler tout à l'heure avec un verre entre les mains. Je vous laisse encore 10 secondes. Si voilà, il y a quelque chose à dire, c'est maintenant. Ou vous taisez à jamais. J'ai pas eu le temps de vraiment bien formuler ma question dans ma tête, mais c'est par rapport à la Palestine, en fait. Est-ce que, enfin, dans l'acte de retrouver ce qui est perdu de par l'intégration, est-ce que tu penses que ce qui s'est passé ces dernières années en Palestine a joué un rôle chez nous qui sommes un peu dans cet effort-là, ou au contraire dans le raidissement politique que tu as évoqué au début? Voilà. Je sais pas si c'est clair. La Palestine, ce qui s'est passé avec le génocide palestinien, il me semble que, bon, d'abord, avant même ce génocide, moi, il me semble que la Palestine, ça a toujours été un territoire de reconnaissance immédiate des descendants de l'immigration. C'est-à-dire que s'il y a bien un endroit... je veux dire, c'est même un des trucs qui a retenu absolument les descendants de l'immigration au seuil de l'intégration totale de ce projet intégrationniste, c'est la question liée à la Palestine. Après, on peut dire plus largement à l'impérialisme. Mais que là, il y a un truc où là, ça foire, en fait. Là, il y a un truc là-dessus, on ne peut pas, en fait, puisque le projet intégrationniste, je le rappelle, c'est vraiment la volonté de faire de nous les nouveaux soldats, en fait, de l'Empire français, enfin, du nouvel empire, quoi. Enfin, quand je dis empire, c'est parce qu'en fait, il y a une contre-révolution qui s'est mise en place après les indépendances. Donc, il y a un désir comme de maintenir comme ça les acquis de l'empire et en même temps de la redéployer sous d'autres formes, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de nous intégrer de manière à ce que nous, on soit les promoteurs zélés de cet agenda-là, de cet agenda nationaliste, impérialiste. Et en fait, ça n'a pas eu lieu en vérité. En fait, c'était, comment dire, on n'a pas respecté le deal, entre guillemets. Il y a des endroits où ça a bloqué. Alors moi, je pense que ça s'est bloqué à différents endroits, à la fois à l'endroit de l'islam, le rapport à l'islam, et à l'endroit notamment de la Palestine, c'est cristallisé. Parce que là, par contre, sur cette question-là, il y a absolument un refus absolu d'abandonner la Palestine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais quelque chose dans mon livre, La Grande Méthode, j'en fais vraiment comme une espèce de quasi-religion profane, quoi. C'est-à-dire c'est l'endroit de notre dignité, de notre vérité ultime. Pourquoi c'est l'endroit de notre dignité? Pourquoi c'est en termes de descendants de l'immigration? Pas seulement parce que nous-mêmes, on a eu à vivre, enfin, on est les héritiers d'une histoire coloniale et qu'on sait ce que c'est, etc. Il y a ça, évidemment. Mais c'est parce qu'on a compris qu'il y avait un lien organique entre ce qui nous était, ce qu'on nous faisait subir en France et ceux qui sont en train de subir en Palestine, et notamment la complicité de l'État français avec l'État israélien, à l'endroit même de ce génocide actuellement, mais bon, ça date pas d'il y a 3 ans. Hein, c'est-à-dire qu'on sait quasiment spontanément que là, il y a un truc qui est lié, genre, sans même être militant. Genre, moi, je pourrais le déployer, les raisons pour lesquelles il y a ce lien, il est organique. Mais je ne veux même pas aller sur ce terrain-là, parce que genre, là, je parle de petites gens, quoi, genre de gens normaux, quoi, qui sont même pas politisés, mais qui savent que c'est pareil, en fait. Que là, qu'on a le même ennemi, qu'on est en train de vivre, que c'est lié, qu'il y a un lien absolument organique. C'est même pas un lien de solidarité, en fait. Et ça se sent dans les affects par ailleurs, parce que je veux dire, il y a un truc qui revenait souvent, je crois, la phrase qui revenait souvent, c'est toujours été en fait, quand ils sont touchés, leur corps, j'ai mal à mon corps, j'ai mal à mes membres, comme si c'était nous qui avons été atteints. Alors que, et c'est pas une solidarité, comment dire, simplement tiers-mondiste, quoi. C'est un truc beaucoup plus, voilà, encore une fois, organique, quoi. Il y a un truc on sent que c'est la même chose, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé la même chose. Ce truc-là, moi, je pense que c'est lié notamment au fait que pour nous, la Palestine, c'est l'endroit, probablement le seul endroit où il y a encore de la résistance réelle, c'est-à-dire antagoniste, pure. C'est comme une image de nous-mêmes
justement pas dans la bête, enfin pas à l'intérieur de la bête. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, nous, on est des barbares domestiqués, ça y est, c'est fou. Il y a un truc un peu, voilà, c'est foutu, quoi. Mais bon, en même temps, en étant foutu, on peut quand même s'en sortir, on peut quand même tâcher de créer des trucs de résistance. Là, en fait, on a quand même une image encore de gens qui, eux, ont résisté radicalement, et que c'est la raison pour laquelle, précisément, ils sont attaqués à ce point par toutes les forces en présence, par les plus grandes puissances impériales du monde. C'est parce que eux, en l'occurrence, c'est pas des barbares domestiqués ou je sais pas quoi, c'est des barbares radicaux. En fait, c'est pas l'endroit, comment dire, qu'on pourrait dire, ah, c'est un endroit qu'il faut sauver. On n'a pas un rapport doloriste à cet endroit-là. On a plutôt un endroit, c'est un rapport de gloire, quoi. Je veux dire, c'est waouh, c'est là, c'est une image de nous-mêmes en train de résister, en fait. C'est une image de grande dignité. C'est eux qui sont ils sont plus libres que nous, quoi. Et c'est parce qu'ils sont plus libres que nous qu'ils sont attaqués à ce point. Et par contre, eux, s'ils cèdent, nous, on est foutus, en fait. Parce qu'on a besoin on a besoin d'eux, on a besoin qu'ils continuent à... Enfin, tu vois ce que je veux dire, pardon, je suis du coup. Et il y a ça qui se joue là, vraiment. C'est-à-dire que eux, ils sont... Voilà, par exemple, Gaza, vraiment, c'est l'endroit qui est acculé, qui a à subir un des martyrs les plus spectaculaires de notre temps. Et en même temps, c'est l'endroit où il y a c'est l'endroit où, selon moi, selon nous, en fait, mais sans qu'on s'en soit probablement consciemment formulé en ces termes, c'est l'endroit, selon nous, où les gens sont plus libres, sont les plus libres possibles. Le peuple, il est vraiment libre, là, pour le coup. Après, c'est la fameuse phrase de Sartre, quoi, qui dit « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». C'est-à-dire que c'est dans l'épreuve que tu sais qui tu es. Tu mesures ce que tu as dans le ventre ou pas. Et eux, là, il y a ça. Et voilà. Et en fait, en vérité, c'est des choses qui nous ont maintenus. Moi, je pense vraiment le pro-palestinisme des descendants de l'immigration, c'est ce qui nous a maintenus au bord du gouffre. Et qui continue à nous maintenir au bord du gouffre. Qui continue à nous empêcher d'être les soldats de l'Empire. Parce que ça, on y arrive. Ça, par contre, on ne peut pas les trahir. Il y a plein de choses, il y a plein d'endroits où on pourrait faire ça. On a plein de raisons matérielles, objectives, vraiment à être intégré au sens pur du terme, c'est-à-dire vraiment même à serrer la main à l'extrême droite. On pourrait le faire, quoi. C'est pas impossible en vrai, tu vois. Mais des choses qui nous retiennent, la Palestine, c'est un des trucs qui nous retient, qui nous sauve en fait. D'ailleurs, on le dit, c'est la Palestine qui va nous sauver, c'est pas nous qui la sauvons. Mais ça nous sauve déjà, de fait. C'est ce qui fait qu'on refuse de s'adosser complètement à l'agenda impérialiste de notre État, en dépit de nos intérêts matériels, concrets, objectifs, en dépit de ça. Non, ça on le fait pas. Et c'est ça qui fait que y a une cristallisation aussi à notre endroit, en France, quoi. Alors ils sont pas en train de jouer le jeu, ils vont pas au bout de cette intégration qu'on leur a proposée. Pourquoi ? Et ça du coup, ça nous met face à d'autres défis. Voilà. Bon, je pense que on va. Je vous propose de continuer de manière informelle. Il y a encore une question ? Je vais être rapide, mais je me demandais par rapport à vos 2 livres que j'ai lus successivement, s'il y avait aussi une sorte de barbarisation du premier au deuxième dans la forme. Du premier quoi ? De votre premier livre au deuxième. Pour moi, je vois une radicalisation de la notion d'être barbare dans le fait de... le premier est plutôt un essai politique, théorique, et le deuxième s'empare comme vous avez dit, d'un événement autobiographique, mais pour vraiment un peu exploser. Pour moi, je vois une espèce d'explosion du carcan plus théorique du premier. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi ou... Ouais, moi je pense que d'abord il y a une... Alors, peut-être qu'il y a une... Alors...
c'est vrai qu'il y a un moment où, effectivement, là, du coup, j'embrasse absolument la forme littéraire, c'est-à-dire j'y vais, quoi. Parce qu'en fait, le Rester barbare, il y a un truc un peu manifeste littéraire pour dire voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il faut éviter, voilà je sais pas quoi, et voilà nos problèmes. Mais sans y aller. Du coup, tu as l'impression, bon, bah, vas-y, montre-nous, quoi. Arrête de la raconter, quoi. Et donc là, il y a un truc un peu qu'on se dit bon, vas-y, va, maintenant je vous montre, quoi. Même si je ne suis pas encore en vrai, ça va être le 3e peut-être. Mais donc il y a quelque chose, c'est comme si je me suis obligée à y aller avec le premier. Et en même temps, j'avais besoin de poser les bases de ce prélude, quoi, un prélude d'écriture, quoi, pour après dénouer des nœuds dans ma tête. Voilà. Mais je dirais que vraiment, ce qui les relie, les deux, c'est un désir de précision dans ce que j'appelle le geste barbare. Parce que dans le premier, on pourrait se dire, bah, d'accord, c'est un geste de casse, enfin, c'est un programme de casse, en fait. C'est-à-dire, il faut en gros, il faut tout désapprendre, il faut rompre. C'est un geste de rupture, ce qui est vrai. C'est un geste de rupture, ce qui est vrai. Mais par contre, ce geste de rupture, c'est pas un geste nihiliste. C'est pas un geste punk. C'est pas no future, tu vois. C'est pas ça du tout. Je pense que la précision que je mets en évidence dans le deuxième consiste à dire, en fait, ce programme de casse, en fait, il est adossé à une grande responsabilité, à une grande discipline, même à une grande tenue. C'est-à-dire qu'en fait, on a des grandes valeurs, en fait. C'est pas du tout parce qu'on se dit qu'il faut tout niquer et qu'en fait, je suis en train de dire là, voilà, si vous voulez écrire en étant barbare, il faut écrire avec les majeurs levés. C'est pas ça, en fait. C'est sophistiqué, paradoxalement. Le barbare, c'est un être très sophistiqué. Quelqu'un qui vise juste. Pour viser juste, voilà, il faut avoir une acuité. Il faut avoir une conscience aussi de ça. Il faut prendre part de sa responsabilité. Et cette responsabilité, elle n'advient que si on dézoome un peu nos affaires. Et que donc l'échelle qui est la nôtre ne devient plus simplement l'échelle libérale de l'individu, comme on est amené à se raconter nos vies, quoi, genre papa, maman, etc. Tout ça, là, en fait, c'est parce que voilà, on appartient à une grande séquence historique avec des grands basculements et que, en gros, si tu veux, je pense la grande méthode, c'est vraiment, c'est-à-dire que ça s'appelle grand et tout est grand. C'est-à-dire que se penser en termes de génération, en fait. À quelle génération on appartient. À partir du moment où on identifie la génération à laquelle on appartient, on doit se poser la question qui est une question fanonienne, qui est la question de Fanon, qui est donc, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Voilà. Donc c'est-à-dire ce dézoomage, là, comme ça, la grande méthode, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que ça implique ? Et du coup, ça implique effectivement le déploiement d'un grand récit auquel on veut appartenir, etc. etc. Et, ouais. Donc voilà, je dirais ça, le lien entre les deux. On va avoir des coups.